La question qui se pose, pourquoi pas d'un seul Gazaoui? Alors, il y a deux raisons. Il y a une raison qui est souvent évoquée par l'Égypte officielle, c'est de dire que il ne faudrait pas que les Palestiniens de Gaza soient dilués dans le paysage égyptien et que la cause palestinienne soit ainsi liquidée au profit peut-être d'une annexion par Israël de la bande de Gaza. C'est une idée très courante et très répandue dans la presse et dans les chaînes égyptiennes. Mais il y a une raison qui est encore plus importante de mon point de vue et pour le coup beaucoup plus réelle, c'est la crainte pour les Égyptiens de recevoir des centaines de milliers ou même des dizaines de milliers d'islamistes. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Meir Masri. Meir, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, cher Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On a besoin de votre expertise en matière de l'Égypte pour mieux comprendre un des aspects donc de ce conflit. La première question que je voudrais vous poser avant que l'on rentre dans un dossier qui est extrêmement important, qui se rapporte justement aux accords de paix conclus entre Israël et l'Égypte en 1979, c'est pourquoi finalement aujourd'hui l'Égypte est tellement réticente à ne laisser entrer, ne serait-ce que même provisoirement, au moins une partie des habitants civils de la bande de Gaza, pour peut-être justement permettre à Israël de terminer son opération dans la ville de Rafah. Alors c'est une très bonne question, cher Daniel, d'autant plus que l'Égypte a reçu des millions de réfugiés africains durant la dernière décennie, a également reçu 4 millions de réfugiés syriens depuis le début de la guerre civile syrienne. J'étais moi-même sur une chaîne du Golfe avec un responsable égyptien et il m'a dit oui, absolument, nous avons reçu 4 millions et nous sommes prêts à en recevoir 10 s'il le faut, mais pas un seul Gazaoui. Pas un seul Gazaoui, c'est une phrase qui a souvent été répétée par les responsables égyptiens et également par des journalistes, des présentateurs de télé liés au régime sur des chaînes publiques égyptiennes. Pas un seul Gazaoui. Alors la question qui se pose, pourquoi pas un seul Gazaoui? Alors il y a deux raisons. Il y a une raison qui est souvent évoquée par l'Égypte officielle, c'est de dire que il ne faudrait pas que les Palestiniens de Gaza soient dilués dans le paysage égyptien et que la cause palestinienne soit ainsi liquidée au profit peut-être d'une annexion par Israël de la bande de Gaza. C'est une idée très courante et très répandue dans la presse et dans les chaînes égyptiennes. Mais il y a une raison qui est encore plus importante de mon point de vue et pour le coup beaucoup plus réelle, c'est la crainte. La crainte pour les Égyptiens de recevoir des centaines de milliers ou même des dizaines de milliers d'islamistes, puisque les habitants de la bande de Gaza vivent sous un régime islamiste depuis 17 ans. C'est le seul endroit au Moyen-Orient à avoir été gouverné pendant plus d'un an par la mouvance des frères musulmans. 17 ans, alors que 60% ou plus des habitants de Gaza ont moins de 18 ans. Autrement dit, c'est une population qui a été éduquée, biberonnée à l'idéologie des frères musulmans, à l'islamisme, à la littérature de Saïd Qutb et de Hassan al-Banna, qui sont les chantres du terrorisme international. Et tout cela dans un contexte de lutte égyptienne contre les frères musulmans considérés comme ennemis numéro un du régime de Sisi. À ça s'ajoute bien entendu la très forte concentration d'armes dans la bande de Gaza. Ce sont des gens qui, dès l'âge de 13 ans, apprennent à manier des kalachnikovs, etc. Et donc, pour les Égyptiens, eh bien, c'est un danger, hein, c'est une menace de sécurité nationale. Il faut aussi comprendre que la frontière entre Israël et entre l'Égypte et la bande de Gaza est une frontière extrêmement poreuse pour des raisons notamment liées à la corruption des agents et des douaniers égyptiens. Et donc, il y a des armes qui passent de part et d'autre, dans les deux sens d'ailleurs. Il y a eu une contrebande d'armes vers la bande de Gaza, et c'est absolument indiscutable, incontestable. Nous avons en Israël, Tsahal a mis la main sur des drones, sur des armes et également du matériel qui alors pourquoi, par exemple, de Gaza et qui ne peut être entré qu'à travers la frontière égyptienne. Et puis également dans l'autre sens, puisque l'Égypte a souffert pendant plus de 10 ans du terrorisme de Daesh, avec tous les liens qui ont pu être établis entre Daesh et le Hamas. Donc, pour toutes ces raisons, il y a une crainte, une méfiance de la part des Égyptiens. Pourquoi, Meir, pardon, et arabe aussi, les Égyptiens ont procédé à l'établissement d'une zone limitrophe à la bande de Gaza où seraient éventuellement accueillis des Gazaouis fuyant les bombardements du gouvernorat, ça veut dire de la province de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, s'il y avait des débordements. Cette zone est entourée par une clôture de sécurité.
de 7 mètres de hauteur. Cela a été dévoilé il y a 4 jours par l'organisation Sinaï pour les droits de l'homme, un groupe de dissidents égyptiens bédouins basés à Londres. Le jour même, ça a été complètement démenti par les autorités égyptiennes. Le lendemain, ça a été reconnu par les Égyptiens et puis les photos de cette clôture et de cette zone qui est en train d'être établie ont été publiés dans pas mal de médias internationaux et régionaux. Comment on peut expliquer ce paradoxe dans la position égyptienne? D'un côté, les Égyptiens ne veulent effectivement pas de Gazaouis parce qu'ils ne veulent pas de frères musulmans à l'intérieur de leur territoire qui pourraient les déstabiliser. Mais d'un autre côté, eh bien, il y a ce commerce qui s'est maintenu, ces tunnels qui existent sous ce qu'on appelle communément ici l'axe Philadelphie, c'est-à-dire entre la bande de Gaza et l'Égypte. Pourquoi finalement les Égyptiens on se rappelle qu'il y a une dizaine d'années, les Égyptiens eux-mêmes avaient inondé une partie de ces tunnels, donc ils voulaient lutter à l'époque contre le Hamas. Pourquoi finalement aujourd'hui ils donnent l'impression d'avoir changé d'avis? Non, pas changé d'avis, mais ils jouent un double jeu. Alors en 2014, c'était un petit peu particulier parce que le régime de Sisi était encore très contesté, que ce soit en Égypte sur le plan régional, mais surtout sur le plan international. Il n'était pas encore reconnu totalement par les États-Unis. Et on se souvient qu'en 2014, l'Égypte a, on peut dire d'une certaine manière, fermé les yeux, voire même soutenu Israël dans son opération bordure protectrice. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Le régime égyptien joue un double jeu, très clairement. Et d'ailleurs, vous avez parlé des tunnels. Sous le régime d'Hosni Moubarak, l'Égypte a toujours démenti la moindre complicité ou passivité dans la lutte contre les tunnels. Le régime de Moubarak prétendait détruire et bombarder régulièrement les tunnels, alors que le 25 février 2020, lors d'un procès de frères musulmans au Caire, Hosni Moubarak était présent en tant que témoin et il a dit qu'il avait fermé les yeux sur l'existence d'un certain nombre de tunnels pour des raisons humanitaires et puis aussi pour exercer des pressions sur Israël. Ça a été dit, c'est sur YouTube, 25 février 2020, Hosni Moubarak au tribunal du Caire, procès des frères musulmans. Donc, évidemment, Israël a toutes les raisons du monde de se méfier de la gestion par les Égyptiens du dossier de Gaza. À ça s'ajoutent les accusations récurrentes des Égyptiens. Et les menaces également. Les Égyptiens menacent. Alors c'est ça, les menaces des Égyptiens concernant l'accord de paix qui a été signé en 1979. Oui. Est-ce que ce sont si par exemple, c'était la menace de ces dernières semaines, si par exemple Israël devait conquérir la ville de Rafah, est-ce que ce sont des menaces solides ou c'est une manière pour les Égyptiens de faire une sorte de bras de fer, de muscler des bras qui ne sont pas tellement musclés? D'abord, Israël va conquérir la zone de Rafah parce que la guerre n'a pas de sens sans la récupération totale de la bande de Gaza et sa mise sous contrôle militaire israélien. Il n'y a aucun sens, sinon le Hamas va rester au pouvoir dans une partie de la bande de Gaza. Donc la conquête de Rafah va avoir lieu, cela est absolument incontestable. Maintenant, s'agissant des menaces égyptiennes, d'abord elles sont complètement bidons parce que les Égyptiens ont massé des troupes à la frontière pour adresser un message, disent-ils, à Tel Aviv, c'est-à-dire à Jérusalem, mais ils ont demandé la permission à Israël avant d'envoyer ces troupes, puisque la zone frontalière est démilitarisée. Donc c'est complètement absurde. Demander à Israël la permission, ils l'ont obtenue, et puis après ils disent c'était une manifestation, démonstration de force pour protester contre les agissements d'Israël. Alors, plus sérieusement, l'Égypte reproche à Israël de ne pas respecter les accords de paix, le traité de paix de Camp David, soi-disant, parce que le traité de paix empêcherait Israël d'envoyer des forces importantes à la frontière avec l'Égypte du côté gazaoui. Alors il faut comprendre que les accords de paix entre l'Égypte et Israël, le traité de paix israélo-égyptien, a divisé le Sinaï en 3 zones. La zone A, la zone B et la zone C. La zone A est la zone proche du canal de Suez, la zone B est la zone centrale et la zone C est la zone limitrophe au territoire israélien. Plus on avance vers Israël, plus c'est démilitarisé. Oui. D'ailleurs, la zone C est complètement démilitarisée. L'armée égyptienne ne peut pénétrer en zone C sans l'autorisation d'Israël. L'Égypte a seulement le droit de mobiliser des forces policières et également, les Nations Unies sont également autorisées à conserver des casques bleus. Mais pas plus que cela.
L'Égypte, à plusieurs reprises, a demandé à Israël l'autorisation pour faire entrer des forces armées, notamment dans le sillage de la lutte contre Daesh, et ça a été accordé par Israël. Il y a eu même des manœuvres communes contre Daesh. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, les Égyptiens étant des gens très susceptibles, ils avaient demandé au moment de la signature des accords de paix à ce qu'Israël également démilitarise quelque chose. Pour dire, voilà, il y a une réciprocité, nous aussi, alors que ça n'a aucun sens, puisque Israël a exigé la démilitarisation du Sinaï pour restituer le Sinaï à l'Égypte après deux défaites consécutives de l'armée égyptienne. Israël a quand même accepté de réduire sa présence militaire sur une zone frontalière qu'on a appelée la zone D, du coup, qui est côté israélien. Et la zone D est une zone extrêmement fine, invisible sur la carte. C'est quelque chose d'extrêmement symbolique. Et Israël a quand même le droit d'immobiliser 4 bataillons. Mais seulement la zone D s'arrête avant la bande de Gaza, puisqu'il est clairement stipulé dans l'article 2 du traité de paix israélo-égyptien que la bande de Gaza a un statut spécial et que la zone D n'entre pas dans la bande de Gaza. Alors, elle est où cette zone D? Israël a le droit de mobiliser toutes les forces militaires qu'il souhaite faire entrer dans la bande de Gaza, à la frontière avec l'Égypte, dans la ville de Rafia et autres. Donc, c'est quelque chose qui est totalement absurde que de dire qu'Israël ne respecte pas ses engagements en vertu des accords de paix avec l'Égypte, en faisant entrer des forces à la frontière avec l'Égypte du côté intérieur même de la bande de Gaza. Deuxième élément, les Égyptiens protestent contre le plan israélien de récupération de l'axe de Philadelphie. L'axe de Philadelphie est une route de 14 km de long qui longe la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, mais du côté gazaoui, donc totalement à l'écart du domaine de souveraineté de l'État égyptien. L'axe de Philadelphie, en vertu du traité de paix israélo-égyptien, est aux mains d'Israël et contrôlé exclusivement par Israël. Et il avait été abandonné par Ariel Sharon de manière arbitraire en 2005. Ça a été d'ailleurs réitéré dans un protocole additionnel en 1995, après la signature de l'accord de Gaza-Jéricho, dans le sillage du processus de paix d'Oslo, c'est resté contrôlé par Israël. Israël, en 2005, a pris la décision de quitter la bande de Gaza de manière unilatérale, vous l'avez souligné, sous le gouvernement d'Ariel Sharon, et a abandonné également l'axe de Philadelphie. Il y a eu des arrangements sécuritaires qui ont été signés avec les Égyptiens. En vertu de ces arrangements, l'autorité palestinienne contrôlait des positions abandonnées par Tsahal. Or, ces forces de l'autorité palestinienne ont été vaincues par le Hamas en 2007, lors du coup de force du Hamas. Et à ce moment-là, ces arrangements étaient considérés comme nuls et non avenus. Israël avait la possibilité en 2007 de reprendre le contrôle donc de la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, et donc également de l'axe de Philadelphie. Le gouvernement Olmert a décidé de ne pas le faire. Les différents gouvernements nétanyahou à partir de 2009 ont également décidé de rester à l'écart et de ne pas le faire. Maintenant, après les massacres du 7 octobre, la position israélienne a changé et Israël a décidé de reprendre le contrôle. Mais sur le plan purement, strictement juridique, Israël est dans son plein droit de reprendre le contrôle de l'axe de Philadelphie. Ça n'entrève en rien le traité de paix entre Israël et l'Égypte, ni les accords d'Oslo. Eh bien, c'est extrêmement intéressant. On aurait voulu dialoguer encore avec vous pendant plusieurs minutes pour essayer de mieux comprendre. Mais en tout cas, c'était effectivement extrêmement intéressant et important de le souligner, Donc, il n'y a pas du tout de violation de l'accord de paix entre Israël et l'Égypte. Et je peux peut-être préciser que s'il y a violation, ce serait plutôt de l'autre côté. Voilà. Et il faut rappeler peut-être, Meir, que le traité de paix n'a pas toujours été respecté par l'autre partie. Voilà, il faut rappeler peut-être que Israël qui a voté contre toutes les résolutions dont Israël était l'objet aux Nations Unies dans les arènes internationales, qui contribuent au climat de haine généralisée dans la région contre Israël, les chaînes publiques, les manuels scolaires égyptiens, les responsables égyptiens également qui sont félicités des massacres du 7 octobre avec à leur tête l'imam d'Al-Azhar, plus grande institution dans le monde sunnite et imam d'Égypte. Donc, qui a dit que les massacres du 7 octobre était un acte glorieux qui faisait revivre la nation musulmane. C'était le 7 octobre, avant toute riposte israélienne.
Donc, franchement, je veux dire, parler de violation, je pense que ce serait plutôt à l'autre partie de revoir ses positions. Et il est important aussi de rappeler dans ce contexte que lorsque l'Égypte a eu besoin d'un soutien, on va dire, militaire pour combattre Daesh, eh bien, elle a demandé, en vertu des accords, justement, des accords de Camp David, elle a demandé à Israël, et Israël a autorisé l'entrée de forces égyptiennes dans cette zone C dont vous parliez. Donc, c'est important de le souligner, de rappeler que quand Israël donne son accord, bien entendu, tout le monde est heureux, mais lorsque l'Égypte refuse, eh bien, tout le monde trouve ça normal, c'est un peu problématique, mais en tout cas, c'est pas la seule incohérence dans ce qui se passe actuellement dans la région et dans la bande de Gaza. Merci beaucoup, Dr Meir Masri, de nous avoir éclairé sur ce dossier important. Bonne journée, à bientôt. À bientôt, bonne journée.